Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. C'est bien parce que on est dans un climat quasi familial, on n'a pas besoin de hausser le ton. Et donc on va essayer de garder une forme de sincérité et de fraternité là, dans ce petit moule dans lequel nous sommes tous pour évoquer un sujet qui est assez grave et assez sensible, et sans doute qu'aucun des chefs d'entreprise présents ici n'y aurait pensé il y a 10 ans, la cybersécurité. Voilà, c'était une fiction américaine il y a encore quelques années, et c'est une réalité pour un certain nombre d'entreprises aujourd'hui. Certains ont subi, d'autres ont mis en place ce qu'il fallait. Bref, on a besoin tous de s'informer, de réactualiser nos logiciels informatiques quand ce n'est pas notre manière de manager. Merci donc d'être présent au nom de la CPME et de la Fédération française du bâtiment, la FFB, qui organise cet événement en partenariat avec, vous les avez en haut, Osérim, Nathalie Susset, agent AXA La Ferrière, et TV Vendée, votre serviteur, qui va animer ce débat en deux temps. Un premier temps un peu formel, avec nos deux invités, Régis Dubrulle, délégué régional sécurité numérique à l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Il se prépare, c'est vous qu'on va entendre dans un premier temps de manière un peu formelle. Puis Nicolas Lévin, vous êtes ingénieur en sécurité chez OVH Cloud. Vous occupez notamment d'hébergement de serveurs, de cloud virtuel. Je vous promets, j'ai essayé de tout piger. Je suis pas sûr d'avoir ici du premier coup. On vous attendra dans un deuxième temps. On aura un temps d'échange, questions-réponses, et puis ensuite une table ronde avec des entrepreneurs vendéens que j'aurai l'occasion de vous présenter un peu plus tard et que j'aurai l'honneur d'animer. Si ce fonctionnement vous va, on va pouvoir commencer, sachant que il n'est de bons amis qui ne se quittent sans un verre, et qu'à 20h, il y aura bien sûr un cocktail, mais vous n'êtes pas venu pour ça, bien entendu. On va commencer, s'il vous plaît, avec Régis. Je vais vous demander de monter sur scène, Régis. Je rappelle d'abord que vous êtes en ce moment en ligne sur le YouTube de TV Vendée et sur le YouTube de la CPME également. On a défini un hashtag, ça fait très moderne, c'est hashtag cyberCPME. Je trouve ça rigolo, ça vaut ce que ça vaut, hein, qui va vous permettre d'interagir et puis de partager avec les uns et les autres les réactions que vous aurez tout au long de cette soirée. On remercie RCM aussi qui nous accueille au passage. Ça, j'ai fait tous les remerciements au début. Rassurez-vous, je recommencerai à la fin. Régis, je vous laisse. Vous, le délégué régional de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Merci Hervé, et je vais m'arrêter là parce que je vous laisserai remercier à la fin l'ensemble des organisateurs et des partenaires. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis Régis Dubrulle, donc le délégué régional de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et je vais vous parler de cybermenaces pendant 20 minutes. Donc je vais lancer mon chrono pour être à l'heure. Si jamais je dépasse, j'aurai un rappel à l'ordre. Donc je vais essayer de rester dans ce créneau horaire. Traditionnellement, chaque intervenant présente sa structure. Je vais être très rapide par rapport à l'ANSSI. Donc, on est une autorité nationale en matière de cybersécurité. On est rattaché au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. C'est bon, j'ai pris ma respiration. En fait, on a un public prioritaire. Nos bénéficiaires, que sont les administrations, les collectivités territoriales et tout ce qui est OIV, OSE, organismes d'importance vitale et organismes de services essentiels. Ce sont des structures publiques privées qui sont critiques pour le fonctionnement de la nation. Une centrale nucléaire, il vaut mieux qu'elle se fasse, éviter qu'elle se fasse attaquer, cyberattaquer. Par rapport à ce public prioritaire, on a 3 missions. Une mission de défense, on va intervenir en tant que cyberpompier lorsqu'un de nos bénéficiaires est attaqué. Une mission de prévention, on va par exemple identifier des prestataires de cybersécurité qui vont pouvoir accompagner les entreprises pour sécuriser leur système d'information. Et une mission d'information et de sensibilisation, c'est dans ce cadre-là que je vais intervenir ce soir. On ne fait pas d'action offensive ni de renseignement, c'est une particularité du modèle français où on laisse ça aux services de renseignement et aux militaires.
Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet de cybermenaces. Et la première illustration que je voulais vous présenter, c'est notre consommation du numérique. Alors évidemment, et ça va expliquer pourquoi il y a autant d'attaques aujourd'hui. Évidemment, aujourd'hui, l'informatique est au cœur de fonctionnement des entreprises, hein, que ce soit dans les processus métiers ou support, les logiciels de ressources humaines, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que vous, en tant que chef d'entreprise, éventuellement, vous êtes amène à fournir aussi de plus en plus de services numériques. Et donc, on doit faire face aujourd'hui à en fait tout un tas de solutions qui sont mises à disposition d'entreprises ou de clients, qui ont été conçues pas forcément par des spécialistes ou en tout cas des experts du numérique ou de la cybersécurité. Et donc, on se retrouve avec quand même de plus en plus de services numériques qui ne sont pas forcément sécurisés. Ce qui permet d'ailleurs aux attaquants de mener de plus en plus d'attaques. Effectivement, de plus en plus, pourquoi on retrouve de plus en plus d'attaques? Eh bien, parce qu'on constate une professionnalisation des attaquants. Alors, qu'est-ce qu'on entend par professionnalisation? Eh bien, vous avez d'une part des hackers qui sont spécialisés dans la primo-infection. Donc, concrètement, eux, leur job, ils vont se rémunérer à rentrer dans les systèmes d'information, les pirater, donc pirater un ordinateur, pirater un serveur, et ils vont revendre cet accès. Là, je vous partage en fait une copie d'écran que j'ai faite récemment sur le dark web, donc l'internet sombre qui permet l'anonymat des personnes qui naviguent sur cet environnement-là. Donc un hacker qui vend 2 accès VPN. Alors les VPN, ce sont des solutions qui permettent de sécuriser une connexion entre un ordinateur et une entreprise. Donc cet hacker, il a récupéré d'une manière ou d'une autre 2 accès VPN, donc les identifiants, logon, mot de passe, à une banque indonésienne et revend $100. $100, c'est rien. C'est rien. Donc voilà, vous avez des hackers qui soit trouvent par exemple une vulnérabilité, donc une faille dans un logiciel, ils vont scanner Internet, ils vont trouver 10 000 serveurs qui sont éventuellement vulnérables à cette vulnérabilité et vont revendre le lot de 10 000 adresses, donc de 2 000 machines qui sont vulnérables, ils revendent ça 5 000, 10 000 $. Comme ça, d'autres hackers, et vous allez voir, eux, ils vont acheter ça en masse, et ce qui va leur permettre de mener d'autres attaques. Parce qu'effectivement, vous avez, à partir des accès VPN, par exemple, l'accès à une vulnérabilité, enfin au système d'information. Encore faut-il avoir la compétence pour lancer un virus et ne pas se faire détecter. Et bien là aussi, vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle, nous, des cybergangs, donc des hackers professionnels qui mettent à disposition des kits d'attaque. Donc concrètement, moi je suis un hacker junior, enfin non, voilà, je pourrais, avec finalement peu de connaissances, m'affilier à ces groupes d'attaquants et eux, ils vont me fournir tout ce qu'il faut pour attaquer. Donc les logiciels, les virus qui vont bien, mais aussi le service après-vente, parce que lorsque vous attaquez la planète entière, si vous êtes basé, je ne sais pas, en Amérique du Sud et vous attaquez une entreprise, une PME française, eh bien, il y a un problème de décalage horaire. Donc ces groupes d'attaquants mettent à disposition du personnel, des ressources qui vont pouvoir négocier, par exemple, la rançon demandée si on se trouve dans un cas de rançongiciel. Ils vont faire le service après-vente. Évidemment, ces hackers qui proposent cet environnement d'attaque, ils vont se prendre une commission sur les rançons qui vont être payées. Donc vous voyez, vous avez déjà un écosystème en fait, qui se professionnalise avec chacun sa spécialité. Vous avez même des hackers qui sont spécialisés dans le blanchiment de Bitcoin. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc quand vous payez une rançon, ce que je vous déconseille fortement, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais pour les entreprises qui payent les rançons, elles vont le faire généralement en crypto-monnaie, le Bitcoin, pourquoi pas. Il y a une partie quand même si c'est anonyme, il y a quand même une partie qui est publique, notamment quand vous payez 1 ou 2 bitcoins, ce qui est quand même autour de... Alors, j'ai pas le cours, mais ça doit être pas loin de 30 000... ouais, autour de 30 000 $. Donc 1 ou 2 bitcoins, entre 30 et 60 000 $, eh bien, vous allez le mettre sur un portefeuille avec un numéro qui est public. Vous avez les services de police qui, évidemment, surveillent ces portefeuilles-là pour savoir les transferts.
Et bien là aussi, vous avez des experts qui arrivent à, en fait, à blanchir, donc à faire des mouvements entre portefeuilles pour que plus aucune trace soit visible par rapport au service enquêteur. Là aussi, ces hackers, ceux qui proposent le blanchissement de Bitcoin, se prennent une commission au passage. Donc, si je résume, d'un côté, vous avez de plus en plus de consommation du numérique, et de l'autre, des hackers qui sont de plus en plus forts et qui se professionnalisent. Donc, forcément, vous avez de plus en plus d'attaques. Alors, je vais revenir en arrière. Donc, voilà. Dans ces cybermenaces, on a 3 grandes catégories de cybermenaces. Vous avez la première en termes de volume et aussi d'impact pour les entreprises, c'est la cybercriminalité. Vous avez l'espionnage qui est toujours présent depuis plusieurs années, mais on en parle moins. Et puis vous avez, hélas récemment, ce qu'on appelle les actions étatiques, c'est les guerres cyber entre États. Alors on va aborder ce premier sujet. Alors ça, c'est une présentation que j'ai l'habitude de faire depuis un certain temps. Et cette partie-là, je ne l'abordais pas du tout, ou pratiquement pas, mais depuis le 24 février, hélas, c'est un sujet sur lequel je détaille un peu plus. Donc, depuis le conflit, le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, on a vu certaines choses se passer. Alors surtout entre les deux belligérants, donc des attaques directes, notamment alors ce qu'on appelle des attaques par déni de service. Concrètement, en fait, on demande à des millions d'objets connectés, des millions de machines qui ont été piratées, de se connecter en même temps sur un site internet, par exemple le site du gouvernement ukrainien ou le site de la diplomatie russe d'un pays. Et en fait, ces millions de connexions en même temps font que la machine, le site internet, ne sait pas répondre sur ces requêtes. Et donc, il se met en carafe. Le site est indisponible. Alors, ça gêne, mais ce n'est pas très, très bloquant parce que généralement, ce type d'attaque, on sait le réparer au bout de quelques heures. Vous avez aussi ce qu'on appelle la défiguration de site internet. Donc, tout simplement, on prend la main sur le site internet et on change le contenu. Là aussi, c'est gênant, mais généralement, en quelques heures, on sait remettre le contenu original. Ce qui est plus gênant, c'est les tentatives d'intrusion sur les messageries électroniques pour récupérer de l'information et surtout pour diffuser des virus. Et les virus qui sont échangés aujourd'hui entre les belligérants, ce sont des virus plutôt méchants, du style Wiper. Concrètement, c'est des virus qui effacent tout, qui écrasent tout, avec pas de possibilité de récupérer les données, sauf si on a fait des sauvegardes. Et là, c'est une des bonnes pratiques, faire régulièrement des sauvegardes. On en reparlera peut-être tout à l'heure hors connexion, mais ça permet, si jamais on est attaqué, de récupérer un certain nombre de données. Donc ça, ce type d'attaque, on en constate pratiquement quotidiennement entre la Russie et l'Ukraine. On n'a pas constaté à ce jour d'attaque directe sur le territoire national numérique. Par contre, ce qu'on peut constater et ce qu'on craint surtout aujourd'hui, ce sont les attaques indirectes. C'est-à-dire qu'on n'est pas directement visé, mais par contre, par rebond, parce que l'entreprise a une filiale en Ukraine, eh bien, elle subit aussi la propagation d'un virus. Cette situation, on l'a connue en 2017, toujours en Ukraine, qui avait fait l'objet d'une attaque majeure d'un État. Bon, on devine qui a pu les attaquer en 2017. Et donc, beaucoup d'entreprises ont reçu un virus via la mise à jour d'un logiciel de comptabilité. Et ce virus se propageait dans les systèmes d'information ukrainiens. Mais du coup, comme il y avait des filiales étrangères sur le sol ukrainien, elles se sont pris aussi le virus. Et là où on a une pandémie mondiale d'un virus sur ce sujet. On a beaucoup de cyberarnaques, donc des gens qui exploitent le sujet de la guerre pour récupérer de l'argent, notamment les réfugiés. Très rapidement, 2-3 jours après le début du conflit, on avait des faux messages de la Croix-Rouge en disant « donnez pour les réfugiés ukrainiens ». Évidemment, c'était de l'arnaque, hélas. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a un écosystème informatique ou attaquant qui est assez divisé. Donc, vous avez des cybergangs russophones qui ont dit on va attaquer l'Occident. Vous avez des Ukrainiens qui ont dit on va attaquer la Russie. Et puis, c'est un peu la foire d'empoigne. Il y a des groupes, des cybergangs qui se sont déchirés.
Il y a eu du code source qui a été mis à disposition. Enfin, il y a des choses un peu particulières et c'est un peu le bazar, entre guillemets. Et là, ce qu'on espère, c'est pas de se prendre une balle perdue et donc être victime d'une initiative d'un des deux camps. Par rapport à cette menace, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous informer régulièrement sur le site de l'ANSSI. Donc, on a un site qui s'appelle si.gouv.fr et sur le site de l'ANSSI, vous avez un petit bouton alerte en haut qui vous amène vers notre centre d'assistance et d'alerte. Et là, vous aurez de la documentation, ou en tout cas les dernières informations concernant cette menace. Pour les informaticiens, d'ailleurs, on fournit ce qu'on appelle des marqueurs de compromission, donc des éléments techniques qui permettent éventuellement de repérer la menace. Autre type de menace, tout ce qui est lié à l'espionnage. Donc nous, chaque année, on publie des statistiques. Donc par rapport aux tentatives d'intrusion, on a noté entre 2020 et 2021 plus de 37% d'augmentation des intrusions. Donc ça, c'est une menace toujours présente. Hélas, les entreprises disent souvent on n'a rien à cacher, on n'a pas d'informations sensibles. Ce n'est pas forcément vrai. Déjà, vous avez de la donnée qui est toujours qui vaut de l'argent dans le dark web. Et puis, c'est assez facile finalement d'espionner une entreprise ou en tout cas de récupérer de l'information pour mener des attaques par ingénierie sociale. Alors, je ne vais pas détailler l'ensemble des icônes, des services, j'aurais pas le temps. Hein. Mais concrètement, en fait, ce qu'il faut voir dans cette diapositive, ce sont tous les outils aujourd'hui mis à disposition des informaticiens, des hackers, pour récupérer de l'information sur les entreprises et les personnes en source ouverte, ce qu'on appelle l'OSINT, c'est la recherche en source ouverte, c'est-à-dire que voilà, on laisse tellement de traces dans le numérique qu'il y a des gens qui mettent à disposition des outils. La plupart du temps, les outils sont gratuits pour aller récupérer de l'info. Donc si demain, moi, je veux vous cibler, j'utilise une combinaison de plusieurs de ces outils, je vais récupérer votre adresse mail, je vais récupérer éventuellement vos habitudes, éventuellement des sujets d'intérêt, quel logiciel vous allez utiliser et par exemple me faire passer pour une société, la société éditrice d'un logiciel en disant je suis le service après-vente, je sais que vous avez des problèmes avec notre logiciel. Tout le monde a toujours des problèmes avec les logiciels, donc je vais taper dans le mille et je vais vous forcer à installer un logiciel malveillant. Donc l'espionnage, c'est quand même une menace bien réelle. Maintenant, ce n'est pas la menace qui fait le plus de dégâts aujourd'hui, ce n'est pas la menace avec le plus de probabilité. Aujourd'hui, la menace la plus importante, c'est tout ce qui est lié à la cybercriminalité. Vous avez donc tout ce qui est piratage de comptes, tout ce qui est faux ordre de virement, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais vous avez surtout les rançongiciels. Donc les rançongiciels, ce sont les virus qui se déploient sur l'ensemble du système d'information et qui vont tout bloquer. Et là, une fois que vous êtes tout bloqué, ça peut durer longtemps. D'ailleurs, si je m'adresse là aux chefs d'entreprise, est-ce que vous êtes déjà posé la question de ce que vous allez faire si vous n'avez plus d'informatique pendant une semaine ou 10 jours? Est-ce que vous pouvez faire toujours fonctionner votre entreprise? Est-ce que vous n'allez pas être obligé de mettre la clé sous la porte? Quand je parle de 7 à 10 jours, généralement, c'est le temps moyen pour récupérer, pour commencer à faire repartir les applications critiques. Et ce temps, il est toujours long et il est pratiquement incompressible. Alors souvent, d'ailleurs, dans les attaques, un chef d'entreprise qui n'est pas préparé, il va voir son service informatique, puis vous me dites, il dit, je sais que vous êtes les meilleurs, donc dans 48 heures, c'est réglé. Toc, toc, ça ne se passera pas comme ça. Il y a le temps de l'investigation, il y a le temps de la remédiation. Si vous ne savez pas, par exemple, par où sont passés les attaquants, ça ne sert à rien de faire repartir le système. Une anecdote, il y a un peu plus d'un mois, j'ai accompagné un éditeur de solutions pour PME, TPE, qui se trouve en Anjou, qui était victime d'un rançongiciel le lundi matin. Heureusement, ils avaient des sauvegardes, donc ils ont restauré les sauvegardes. Ils ont rallumé le service le lundi après-midi et puis le lundi soir, ils sont partis. En fait, ils n'avaient pas cherché à savoir si les attaquants étaient encore dans la place. Non seulement ils étaient dans la place, donc rebelote, ils ont tout chiffré, mais en plus, ils avaient laissé les sauvegardes connectées. Donc les attaquants, ils ont dit, ils s'adaptent, hein, ils sont sympas. Ils ont tout effacé les sauvegardes, détruit les sauvegardes avec ce fameux wiper. Donc mardi matin, plus rien. Plus de sauvegarde, plus rien.
Drame. C'est vraiment enfin, je ne sais pas si on aura des témoignages de victimes. C'est vraiment un drame. Là, justement, voilà, un cas de figure. Alors évidemment, on n'a pas le nom. Je ne veux pas donner le nom de la victime parce qu'il n'y a pas d'intérêt à pointer du doigt telle ou telle entreprise. Mais ça, c'est un cas classique d'une belle PME qui pensait avoir mis en place des systèmes de sécurisation, mais qui se doutait bien quand même qu'il y avait un risque parce qu'ils ont pris une cyberassurance. Et fort heureusement, parce que l'impact quand même métier a été très dur, hein, puisqu'ils ont fermé en fait leurs 3 sites de production. Le site français pendant 2 semaines sans produire. Ils avaient un site en Chine et en plus ils ont cumulé attaque plus pandémie. Donc là, ils ne pouvaient même pas se déplacer sur le site de production en Chine. Donc en Chine, ils ont été bloqués 7 semaines. 120 personnes forcées à faire du télétravail pendant un mois. Le coût évalué, alors ce n'est pas le coût de la rançon, hein, parce qu'ils n'ont pas payé la rançon, mais le coût évalué entre le manque à gagner de la production et l'investigation, donc le temps passé par les experts pour faire repartir le système, le coût est évalué à 1 million, sur un chiffre d'affaires de 100 millions. Heureusement qu'ils avaient une cyberassurance. Et heureusement aussi que c'est un business sur lequel ils avaient très peu de stock en flux tendu. Donc, ils ont pu délivrer quand même leurs clients grâce au stock. Alors, d'autres, je regarde le temps, je pile poil. D'autres exemples aujourd'hui de compromission, c'est tout ce qui est phishing. Tout ce qui est utilisation, par exemple, de services en ligne style Microsoft 365, qui fonctionnellement peut être très bien. Le problème, c'est que les attaquants sont courants que vous utilisez ce type de solution, donc ils vont vous essayer de vous piéger par rapport à ça. Et donc régulièrement, voilà, vous recevez des mails de piège qui vous demandent, voilà, votre mot de passe va expirer bientôt, merci de renseigner les mots de passe. Évidemment, les mots de passe, ils vont être volés. Un autre cas de figure qu'on voit assez facilement, imaginons que moi j'ai récupéré votre login et mot de passe, eh bien, comme la messagerie elle est en ligne, je vais utiliser votre messagerie pour envoyer un nouveau mail d'attaque à l'ensemble de vos contacts. Donc je vais envoyer un mail à des contacts. Les contacts vont recevoir un mail d'une personne qu'ils connaissent, donc ils vont moins se méfier. Ils vont envoyer, donc ils vont voir dans le mail un lien vers un environnement SharePoint, OneDrive, enfin toutes les solutions qu'on connaît. Bon, et en plus, il s'avère, la personne a été sensibilisée, elle va déplacer la souris sur le fichier joint, enfin sur le lien, et elle va voir que c'est un environnement sain, donc elle clique dessus. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Sauf que en dessous, lorsqu'elle arrive sur l'environnement Microsoft, par exemple, elle a un nouveau lien. En fait, c'est un deuxième lien, et c'est là où se trouve le piège. Parce que quand on va vouloir cliquer sur le dossier joint, on va avoir une mire d'authentification qui va de nouveau demander. Et là, je ne me retrouve plus sur l'environnement de Microsoft, je me retrouve sur l'environnement de l'attaquant, et c'est là où les identifiants sont volés. Ce qui, du coup, va permettre à un nouvel attaquant, une fois qu'il a vos identifiants, de vous attaquer à nouveau. Et on retombe dans l'hyperspécialisation et dans les attaques par primo-infection. Pour ne pas avoir ce type pour parer ce type d'attaque, il faut mettre en place ce qu'on appelle l'authentification double facteur. C'est-à-dire que vous mettrez un login, un mot de passe et un code qui est généré par soit une application sur votre smartphone, soit une clé USB. Donc c'est ce que vous demande aujourd'hui votre banque. La plupart des banques vous le demandent. Demain, c'est ce qu'il faudra mettre en place partout. Voilà, j'ai d'autres attaques qui sont toujours présentes, qui font moins de dégâts, mais voilà, virus informatique, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Juste pour terminer, c'est ma dernière diapositive et je pense être 2 minutes de retard.
Voilà, nous au niveau des bonnes pratiques qu'on va peut-être aborder un peu plus tard, je ne l'ai pas abordé dans ma présentation, mais sachez qu'au niveau de l'ENSI, on a différents guides. Dans les bags, dans les sacs qui vous ont été donnés à l'entrée, vous avez le guide du milieu qui est à votre disposition. C'est un guide qui s'adresse aussi bien aux responsables informatiques, mais surtout aux dirigeants, sur lequel vous allez voir les 12 bonnes pratiques à suivre. 12 questions à vous poser, et à partir de là, vous pourrez commencer à aborder plus sereinement le sujet de la cybersécurité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, soit je passe la parole, je repasse la parole au maître de cérémonie. Je vais prendre la main, je vais vous remercier, Régis Dubrulle, donc pour cette intervention. Et je vous recommande la cybersécurité, parce que moi je l'ai lu il y a déjà quelques temps. Et c'est un très bon bouquin. Gardez vos questions. On va les poser juste après la deuxième intervention, si vous en êtes d'accord. À nouveau, je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux ou à revoir ce que vous venez d'entendre sur le YouTube de TV Vendée et celui de la CPME. Notre second intervenant, c'est Nicolas Levin. Nicolas Levin. Je l'avais écrit en majuscule. Ah bah, bonne patte d'ailleurs. Oh, j'ai tenté ça. Ça vaut ce que ça vaut, ça mange pas de pain. Merci beaucoup. Voilà. Vous êtes ingénieur en sécurité chez OVH Cloud. Je vous cède la parole pour cette seconde intervention, puis on aura un petit temps questions-réponses juste après. Voilà. Merci beaucoup. Et déjà, je vais remercier mon confrère Régis de m'avoir légué une salle terrifiée, puisque cette présentation était très efficace sur la menace. Et heureusement, là, on va parler un peu moins de menaces, un petit peu quand même. C'est un travers de nous autres professionnels de la sécurité de parler de beaucoup de choses qui font peur. Mais heureusement, je vais vous parler un petit peu des solutions, vues à travers mon angle de vision, qui est, voilà, je suis, comme j'ai été présenté, je suis ingénieur en cybersécurité chez OVH Cloud depuis un petit peu plus de 3 ans. Pour présenter OVH Cloud très rapidement, j'imagine que le nom vous dit un petit peu quelque chose. On est le premier fournisseur de cloud de France et d'Europe, je crois même. Et donc voilà, on est spécialisé plutôt dans le côté infrastructure. Les services cloud, c'est très large. Ça va des infrastructures aux plateformes, aux logiciels. Nous, on est plutôt spécialisé infrastructure avec un petit peu de plateforme et un petit peu de logiciel aussi. Bon, je ne rentre pas dans les détails, on a un joli catalogue. Alors, de quoi vais-je vous parler ? Alors, je vais vous parler du voyage vers le cloud, donc d'entreprise, peut-être la vôtre. D'ailleurs, tiens, posons-nous un petit peu cette question. Dans la salle, petit sondage à chaud, qui parmi vous, dans votre entreprise, utilise une quelconque forme d'infrastructure ou de logiciel cloud ? Vous pouvez lever la main ? Oh, une bonne majorité, à vue de nez, un bon 70%. Bon, même si c'est chez les concurrents, c'est pas grave, on vous en veut pas. Donc du coup, je vais en déduire en toute bonne foi qu'il y a 70% d'entreprises qui utilisent du cloud et 30% de timides. Alors, d'abord, je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus, mais passer de l'informatique, on va dire traditionnelle, chez soi, on-premise, à une infrastructure cloud, c'était un changement de paradigme assez important. Et pas que pour la sécurité, pour le coup, vraiment de tout bord. Ensuite, on a une cybermenace, là je ne vais pas refaire la démonstration de mon confrère qui encore une fois été très efficace, une cybermenace qui est très présente. Et pour le coup, les infrastructures cloud subissent à peu près le même environnement de menace. Enfin, à minima, on est présent dans le même Internet, on utilise le même genre de technologie, enfin, pas tout à fait, mais à minima, on subit le même genre de problème. Le phishing, les rançons logiciels, etc., etc. Et pour le coup, les environnements cloud ont certains avantages, certains inconvénients. Là, on a vraiment des spécificités. Je vais me concentrer sur l'angle de la sécurité. Il y a des points forts, mais je dois aussi avouer, je ne prêche pas toujours pour ma chapelle, il y a aussi quelques points faibles, quelques vulnérabilités. Et vu à quel point les environnements cloud sont répandus, malheureusement, ces faiblesses sont aussi connues des attaquants. Donc il va falloir s'en prémunir. Et c'est aussi ce sur quoi on travaille. Et d'ailleurs, du coup, nous, en tant que fournisseurs de cloud, on a développé un certain nombre de stratégies pour s'appuyer sur ses forces, pour prévenir les faiblesses et d'une manière générale pour fournir un bon niveau de sécurité à tous nos clients. Alors, désolé, encore une slide qui fait peur. Alors, mes chiffres sont un peu différents, mais vous allez voir, ils vont dans le même sens. Là, je m'appuie sur des chiffres assez récents de l'année dernière, 2021, sur une étude du CESIN, qui est une association professionnelle en sécurité.
Et donc, il y aurait 54% des entreprises interrogées, c'est un sondage en fait, qui ont subi une attaque en 2021. Donc, dans l'année, ils ont subi une attaque. Et je précise que ce n'est pas une tentative d'attaque. C'est une attaque qui a réussi et qui a eu des conséquences sur le business de l'entreprise. 54%, donc en France. Autant dire, vraiment beaucoup de gens. Et si je devais parler, là c'est une conjecture de ma part, mais si je devais parler des entreprises qui ont eu une tentative d'attaque, je pense qu'on s'approcherait de 100% dès qu'on a un petit peu de présence numérique. Alors, parmi ces 54%, donc, le vecteur principal, c'était le phishing, donc le hameçonnage, excusez l'anglicisme, donc, qui a été abondamment présenté par mon confrère. Et également, le deuxième vecteur d'attaque le plus répandu, c'est l'exploitation d'une faille. Donc une faille informatique, un défaut dans un logiciel trop ancien qui connaît des vulnérabilités qui peuvent être exploitées par un attaquant. Vous remarquerez que si on additionne les deux derniers vecteurs d'attaque, on aboutit à plus que 100%, c'est normal. En fait, puisqu'une attaque peut connaître plusieurs étapes, on commence par voler des identifiants par phishing, on s'introduit une première fois dans les systèmes, on utilise une faille pour s'introduire plus profondément dans les systèmes, et là, atteindre une base de données, un système de production qu'on va éteindre, etc. etc. Voilà, donc on peut avoir plusieurs étapes. C'est d'ailleurs souvent le cas. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Surtout que le problème peut être amplifié par le cloud. Et oui, le cloud n'est pas toujours une solution. À minima, ce n'est pas une solution miracle. Je vais d'ailleurs développer 4 points qui me semblent importants sur des aspects là où le cloud peut vous apporter des risques nouveaux. Alors, en premier lieu, le cloud, c'est complexe. On est face à une multitude de services, une multitude d'outils, parfois des technologies nouvelles. Pour le coup, on s'entend, hein, l'informatique traditionnelle on-premise pouvait être très complexe aussi. Là, c'est pas forcément une comparaison. Mais le problème, c'est qu'aussi, on va avoir des erreurs de configuration, comme tout un chacun, ce sont des choses qui arrivent. Et les forces du cloud, l'automatisation, la rapidité de déploiement, vont s'appliquer aussi à ces erreurs. Imaginez un technicien qui, ça arrive, se trompe dans la configuration d'un firewall, qui appuie sur le bouton envoyer pour déployer ça sur toutes ses infrastructures de son entreprise. Eh bien, ça peut se déployer sur un très grand nombre d'infrastructures. Voilà, là où on peut déployer rapidement des applications et des infrastructures, on peut aussi déployer très très rapidement les conneries. C'est ce qui peut être un problème. Un autre point, c'est que ça c'est quelque chose qu'on voit chez tous les fournisseurs de cloud. On a un compte client. Chez OVH, c'est ce qu'on appelle le NIC ou le NIC Handle, qui est globalement un compte de commande ou un compte technique qui pilote la commande, la suppression, la facturation sur les infrastructures. Alors, là aussi, les comptes à très fort niveau de privilège, qui commandent énormément de choses et qui, du coup, de ce fait, sont très sensibles, il y en avait déjà dans l'informatique traditionnelle. Mais là, pour le coup, sur le cloud, c'est vraiment obligatoire. Là, je parlais du NIC Handle chez OVH. Il y a l'équivalent chez AWS, chez Azure, etc. Il s'agit d'un compte généralement bien protégé, hein, comme le mentionnait mon confrère, avec 2 facteurs d'authentification, un mot de passe fort, etc. Mais ça reste quand même une faiblesse, puisque là, on est vraiment sur, avec un seul compte, l'accès aux joyaux de la couronne informatique pour votre entreprise. Si je glisse sur des sujets un peu moins techniques et un peu plus organisationnels, il y a quelque part un fournisseur de cloud, j'ai utilisé le mot, c'est un fournisseur. Et donc, si votre entreprise utilise un fournisseur de cloud, bien, il y a un partage de responsabilités qui se fait. Forcément, le fournisseur de cloud va vous fournir des infrastructures, et après, peut-être qu'il va s'occuper de la sauvegarde, mais peut-être pas, ça dépend de l'offre qu'on prend. Et il y a peut-être qu'il va s'occuper de la mise en place de pare-feu, de sa configuration, mais encore une fois, peut-être pas, ça dépend des offres. Typiquement, généralement, quand on monte dans les couches d'abstraction, c'est-à-dire qu'on se rapproche plus du software as a service, on est sur des offres qui sont plus managées par le fournisseur. Et à l'autre extrémité du spectre, côté infrastructure, ce que nous on fait plus par exemple, on est plus dans la fournisseur vraiment dans la fourniture de serveurs qui vont être entièrement gérés par le client. Voilà. Donc il y a une bonne compréhension qu'il faut avoir en tant que client d'un service cloud de que fait le fournisseur et que fait pas, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse, mais il faut bien comprendre le service à minima. Et enfin, on a aussi
c'est assez proche finalement de ce point de partage de responsabilité. On peut avoir un empilement de complexité juridique et contractuelle, a fortiori quand on multiplie les fournisseurs, puisque quand on était typiquement sur une formule un peu plus traditionnelle, quand on était pas forcément avec une informatique chez soi, mais avec un infogéreur, on avait un infogéreur, a priori, qui gérait tous les aspects de l'informatique. Et là, on va avoir peut-être un fournisseur de cloud pour la messagerie, un fournisseur de cloud pour son infrastructure, etc. etc. Et on va empiler comme ça les services qu'il faudra à chaque fois, qui à chaque fois ont des conditions générales d'utilisation, des contrats, des garanties en sécurité qui sont parfois proches, parfois différentes. Voilà. Tout ça, c'est beaucoup de complexité. Mais heureusement, la situation est au plus noir, mais heureusement, il y a quand même aussi des vrais avantages, puisque on croit quand même globalement bien à notre modèle. Et donc, du coup, pour contrebalancer un peu tout ça, je vais vous présenter 4 points forts, on va dire, qui me semblent assez prévalents dans les fournisseurs de cloud. Le premier, c'est qu'en parlant de sécurité, chez un fournisseur de cloud, généralement, on a une grosse concentration d'expertise en cybersécurité. Comme vous le savez peut-être, c'est assez... la sécurité, la cybersécurité, c'est rarement cœur de métier pour votre entreprise. Là où, chez un fournisseur de cloud, ça fait partie de son métier. Et typiquement, chez OVH, on est à peu près entre 25 et 30 personnes dans l'équipe de sécurité. On ne fait que ça. Et donc, du coup, ça représente à peu près 1% de notre masse salariale. Et pour le coup, c'est pas rien. J'ai travaillé dans le passé dans des entreprises d'autres secteurs et on avait rarement 1% des gens qui ne faisaient que de la sécurité. Et là, pour le coup, ça nous permet d'avoir des expertises dans beaucoup de domaines différents. Voilà, moi, je travaille par exemple plutôt sur les côtés gouvernance et certification de la sécurité. Mais on a aussi des experts techniques sur des tests d'intrusion, de la réponse à incidents. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Ensuite, utiliser des infrastructures cloud, ça donne un socle de sécurité minimal. C'est-à-dire, là, je parle surtout pour nous, pour OVH, mais j'imagine que c'est le cas pour tous les fournisseurs. Quand on vous fournit un serveur, quand on vous fournit un service, il y a un niveau de sécurité minimal. Il y aura toujours les configurations qui sont à jour, les logiciels de base qui sont à jour. Après, on le remet dans les mains des clients. Entre guillemets, après, ils en font ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils ne vont pas le maintenir à jour. Mais à minima, quand on leur livre, il est en état de sécurité. Et un autre point, c'est que du coup, comme on fournit des services cloud avec un catalogue assez étendu, on donne aussi accès à des solutions de sécurité. Donc je vais détailler un petit peu par la suite. Mais par exemple, mon confrère parlait de déni de service. On a des briques d'anti-déni de service, donc des serveurs qui sont spécialisés dans le filtrage de ce genre d'attaque, qui sont déployés par défaut. Et ça, pour le coup, c'est une brique de notre infrastructure. C'est pas en option. Et enfin, à relier d'ailleurs avec ce point d'outils de sécurité, on peut aussi utiliser les forces des services cloud, c'est-à-dire la rapidité de déploiement, la flexibilité à déployer des changements, pour déployer des nouveaux outils de sécurité et se maintenir à jour, s'assurer qu'on a des logiciels à jour, etc. etc. Donc voilà, là je vous ai dit un peu des généralités, on va dire, sur les services cloud. Je vais zoomer un petit peu sur quelles sont nos stratégies, qu'est-ce qu'on met en place pour s'assurer que on livre à nos clients un niveau de sécurité optimal. Je vais me concentrer sur 4 points, sur les 4 points. Alors, sur ces 4 points sur lesquels je vais zoomer un par un. Alors, le premier, c'est d'appliquer une approche industrielle et à grande échelle de la sécurité. Là où il s'agit vraiment, c'est assez simple en fait. Quelque part, des principes d'ingénierie qu'on utilise pour livrer notre service de cloud, on les applique également à la sécurité. On utilise ce que nous on appelle de l'automatisation de la sécurité, c'est-à-dire s'assurer que les bonnes configurations, les bonnes pratiques, et même en fait les processus organisationnels soient le plus automatisés possible. Voilà. Comment je pourrais dire, nous, équipe de sécurité, on donne des templates à nos équipes pour que les bonnes pratiques soient appliquées, les bonnes configurations, et après, libre à eux, évidemment, de les modifier et de les appliquer à leurs produits. Mais en tout cas, il y a vraiment une idée que, par défaut, la sécurité soit intégrée.
Et d'ailleurs, ça s'applique également, deuxième point, sur les aspects développement. Puisque bon, comme vous pouvez imaginer, voilà, on est régulièrement en train de développer du logiciel et de la configuration pour nos produits. Et donc, il y a une intégration constante des principes de sécurité dans le cycle de vie logiciel. Il y a également des principes d'architecture dans la manière qu'on a de concevoir notre SI, le SI qui du coup sert après à livrer nos produits à nos clients, qui sont sécurisés par défaut. On a vraiment des manières de construire le SI qui favorisent la sécurité. Pour en citer un, là je parle de Bastion. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, puisque bon, là on est dans des aspects assez techniques, je devrais dire. Mais globalement, quand un administrateur doit se connecter à soit un serveur important, soit vraiment au serveur qu'on livre à nos clients, il doit passer par un serveur Bastion qui globalement s'assure qu'il a bien affaire à la bonne personne, enregistre les connexions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait par défaut. Et il faut voir qu'avant tout, au VH, on opère un système d'information qui est gigantesque, mais ça, c'est vraiment des choses qui se font partout. Et d'ailleurs, un autre point, c'est que je vous ai dit plutôt qu'on avait une grosse équipe de sécurité. Eh ben, quelque part, oui, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, on livre à un très très grand nombre de clients. Et ça, pour le coup, c'est vraiment le propre des services de cloud. C'est vraiment s'appuyer sur une industrialisation forte pour livrer un grand nombre de clients, bien plus que ce qu'on pourrait faire avec des méthodes traditionnelles. Et donc, du coup, notre équipe de sécurité ne peut pas être partout. Et il se trouve que, du coup, on insiste beaucoup sur la formation de nos équipes, notamment équipes techniques, administrateurs et développeurs, pour que vraiment, avant tout, la sécurité de base des produits soit entre leurs mains. Et on s'assure qu'ils fassent ce qui est nécessaire pour que les produits soient développés dans le bon sens. Mais alors du coup, si on a formé tout notre personnel technique aux bonnes pratiques de sécurité, vous allez me dire, bon, mais du coup, votre équipe de sécurité se tourne les pouces. Non. Car en fait, on vise à traiter de cette manière-là les cas standards, mais il reste quand même des cas complexes, des nouveautés, des nouvelles technologies, des nouveaux produits, en fait, où là, on a une gestion plus fine et plus personnalisée, je dirais. Là, il faut vraiment se poser des questions. Voilà. Autant on est assez à l'aise pour déployer, par exemple, des serveurs dédiés en très grand nombre. Par contre, quand on commence à développer, par exemple, des produits d'intelligence artificielle, toute une boîte à outils pour l'intelligence artificielle, comme on le fait en ce moment, voilà, il faut quand même commencer à se poser des questions sur comment faire pour bien adapter à ce genre de nouveautés. Ensuite, donc ça, c'était vraiment l'approche industrielle. Mais on n'est pas tout seul. En tout cas, nous c'est pas. En tout cas, le fait d'être un seul acteur qui impose sa loi sur le marché, à l'image des GAFAM, c'est pas trop notre modèle. Et donc, du coup, on s'appuie énormément sur l'écosystème. Et donc, ça, c'est un principe qui est un principe d'entreprise, en fait, mais qui se retransmet aussi à nos actions de sécurité. Et qui plus est, on a une responsabilité, nous, elle est au moins au niveau national et européen, qui est systémique. Parce qu'en fait, de par notre taille, les actions qu'on prend en termes de sécurité se répercutent assez largement sur le marché français et européen. Pour vous dire, on gère des millions d'adresses IP et on a notre activité historique qui était en fait l'hébergement de sites web et la gestion de noms de domaine est très très présente encore sur le marché, notamment sur le marché français. Et donc du coup, pour répondre à cette responsabilité, on est en relation constante avec un grand nombre d'acteurs de notre écosystème. Alors, il y a des acteurs institutionnels, au premier rang desquels l'ANSSI. On participe également à pas mal de groupes de travail, donc sur l'industrie, à la fois l'industrie du cloud et la sécurité. On est en relation avec beaucoup d'éditeurs de logiciels, de fournisseurs pour lesquels on intègre leurs solutions ou on les utilise. Et enfin, on travaille également avec de nombreux partenaires donc de toutes sortes, que ce soit des startups qui utilisent nos produits ou des infogéreurs, comme Ozerim d'ailleurs qui nous a invités ce soir. Merci encore. Avec qui voilà, on parle régulièrement, y compris sur les sujets de sécurité. J'ai parlé un peu plus tôt aussi de l'outillage, je ne vais pas trop m'attarder pour pas vous assommer avec la technique, mais
mais on déploie des outils de protection sur une large échelle, puisque nous, ce qu'on vise, c'est pas tant de faire du sur-mesure pour un client premium parce qu'il l'a demandé. Bien sûr, il y a des mesures spécifiques, mais quand on commence à déployer une mesure de sécurité, nous, ce qu'on veut le faire, c'est pour tout le monde. C'est vraiment notre idéal. Et donc, à ce titre-là, on déploie des mesures type des serveurs anti-DDoS, donc anti-déni de service, des répartiteurs de charges, des réseaux de distribution de contenu. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourra en discuter pour les intéresser un peu plus tard si vous le souhaitez. Mais voilà, il y a vraiment des outils de protection qui sont déployés sur tous nos clients. Et enfin, autre point de l'ouverture externe à l'écosystème, on a aussi des revues et des audits externes sur nos systèmes. Alors ça prend plusieurs formes. La première, c'est ce qu'on appelle le bug bounty. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme-là. Globalement, il s'agit de monter un programme en disant à des chercheurs en sécurité ou à des hackers, ben voilà, on veut améliorer la sécurité de nos produits. Si vous trouvez une faille dans nos produits, envoyez-la nous et vous serez rémunéré. Parce que pour le coup, c'est vraiment, ces gens-là, ils travaillent là-dessus, ils y mettent du temps, ils améliorent, et s'ils jouent le jeu, ils améliorent la sécurité de nos produits. Donc globalement, nous, on adhère pas mal à ce modèle-là, et on considère que c'est une bonne chose de rémunérer les gens. Et qui plus est, ça contrebalance le marché de la vulnérabilité de sécurité qu'évoquait mon confrère. Pour le coup, ça veut dire qu'un chercheur en sécurité qui trouve une faille chez nous, il peut nous la signaler et être rémunéré plutôt que de la vendre sur le darknet. Ce qui, entre nous, ça nous arrange. Et on opère également des tests d'intrusion et des audits plus génériques, plus organisationnels. Je ne rentre pas forcément dans les détails, mais globalement, on fait examiner notre sécurité par d'autres. On n'est pas juste en train de se regarder le nombril en se disant « bon, on pense qu'on est très bon », on fait quand même vérifier par d'autres qu'on est aussi bon qu'on le croit. Et malheureusement, pas toujours. Ensuite, voilà, ça rebondit un peu sur ce que je vous disais un peu plus tôt. Nous, notre but, c'est avant tout, l'idéal qu'on a pour ces systèmes de sécurité, c'est de les faire pour tous. Et à ce titre-là, d'établir ce qu'on appelle un cloud de confiance pour tous. Et tous les mots sont importants dans le sens à la fois confiance et pour tous. Nicolas, il va falloir accélérer un tout petit peu. Très bien. Si je ne m'abuse, c'est mon avant-dernier slide, donc je vais... Vous ne vous abusez pas. Ah, parfait. Ça me rassure. De toute façon, les deux derniers sont plus légers, mais je vais accélérer. Très bien. Alors, du coup, il y a un certain nombre de principes qu'on s'applique à nous-mêmes, à la fois pour donner de la confiance et pour que cette confiance s'applique à tous. Dans le sens, voilà, on veut qu'on ait un socle de sécurité qui s'applique à tous, y compris aux clients qui prennent peu de produits ou des produits entrée de gamme. Le premier point, c'est un point qui est difficile d'ailleurs pour des acteurs de sécurité, c'est d'être transparent. Et je vous le dis, voilà, en tant que professionnel de la sécurité, on est vraiment tendu entre l'envie d'inspirer confiance et d'expliquer ce qu'on fait, un peu ce que je fais ce soir, et de ne pas donner trop d'informations à d'éventuels attaquants, puisque comme l'expliquait mon confrère, les attaquants sont toujours à l'affût d'informations sur les vulnérabilités. Donc c'est un équilibre qu'on essaye de trouver. On a également... Bon, je vais pas vraiment tous les détailler, mais on favorise également des principes proches de la sécurité, mais pas totalement équivalents, mais proches de la sécurité, comme la protection de la vie privée, la réversibilité. Et voilà, je ne vais pas m'étendre sur les outils de sécurité au plus grand nombre, et également la notion de responsabilité partagée avec nos clients, que j'ai évoqué un peu plus tôt. Et enfin, pour finir, je vous ai parlé de confiance juste avant. Et bien en fait, on essaye de pas simplement être dans le... Comment dire ? On essaye de pas simplement affirmer des choses, puisque quelque part, ça n'engage que moi. Quand je vous dis, voilà, on est très bon en sécurité, on fait plein de choses intéressantes, on essaye de le démontrer. Et donc, du coup, un des outils sur lesquels je vais m'attarder quelques instants pour la démonstration de la sécurité, quelque part à tous, à nos clients, à nos partenaires, c'est la certification. Et en fait, nous, on croit beaucoup dans ces process de certification. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce genre de certification en sécurité, l'ISO 27001, Secnum Cloud, PCI DSS. Il y en a toute une famille. Là, pour le coup, il me faudrait peut-être temps rapide, genre 1 heure ou 2, pour vous parler un peu de toute cette galaxie. Ne me lancez pas là-dessus. De cette galaxie de certification. Mais en fait, pour vous dire ça en 2 mots, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se fixer des objectifs à soi-même, s'évaluer continuellement
et pouvoir les démontrer. Puisqu'en fait, à partir du moment où on se fait auditer par un organisme extérieur, il y a des organismes spécialisés et contrôlés pour ça, sur une norme de sécurité telle que l'ISO 27001, on peut aller voir nos clients, par exemple, et leur dire, bon voilà, on s'est fixé des engagements et il y a un organisme extérieur qui a dit qu'on les tient. Et voilà, ça participe justement à cette idée de confiance qu'on veut inspirer à tous. Et donc, le seul slide mensonger, c'est celui-ci, puisqu'il n'y aura pas de questions. Ou du moins pas tout de suite. Et en plus, c'est pas mensonger, parce qu'on va faire un petit temps de questions. Non, revenez, restez là, Nicolas. Venez nous rejoindre, Régis. On prend quelques minutes si vous avez quelques questions à poser à nos intervenants. Mohamed est à la manœuvre. On a une première question là-bas, oui. Attendez le micro pour les 18 000 abonnés YouTube. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'on était en live. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Donc nous, on a une activité manufacturière, en fait, donc comme la plupart des entreprises ici, je pense qu'on utilise un ERP. Mais nous, on a fait le choix de le mettre dans le cloud parce qu'on pensait que c'était plus sécurisé en se disant, au pire, s'il crypte tout, c'est pas grave. On reprend un nouveau PC et hop, on se connecte. Est-ce que du coup, c'est vraiment plus fiable ou c'est juste une idée qu'on se fait? Merci. L'un ou l'autre. Alors, c'est effectivement une solution. Il y a mon confrère d'OVH Cloud, Nicolas, effectivement fait une belle démonstration de tous les services de sécurité que le cloud peut apporter. Et c'est vrai que l'expertise, c'est très important. Parce qu'en entreprise, on ne peut pas avoir cette expertise-là en matière de cybersécurité. Et donc, le fait de faire appel à des prestataires extérieurs qui ont un grand volume et qui industrialisent, c'est pas mal. Par contre, il y a un sujet qui a été abordé, c'est la relation de confiance et la relation de service. C'est-à-dire que c'est votre responsabilité d'interroger votre fournisseur d'hébergement ou de fournisseur de RP en disant qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous assurer de la sauvegarde, de la sécurité. Si par exemple vous avez des labellisations, parce que vous n'êtes pas un expert en cybersécurité, donc c'est compliqué pour vous de savoir si votre prestataire vous raconte la messe ou pas. Donc c'est pour ça que c'est toujours très intéressant de demander si la société, enfin l'hébergeur ou la société qui s'occupe de cet ERP, elle a une certification ISO 27001, si elle est dans un environnement Secnum Cloud, donc qui a un label de l'ANSI sur le niveau de sécurité. Voilà. Je ne sais pas si tu as un complément, mais... Nicolas non, honnêtement, vous avez très bien répondu à la question. Effectivement, comme je disais, un fournisseur de cloud, ça va à peu près à coup sûr vous fournir le minimum. Il n'y aura pas d'erreur de débutant, ou a priori ce fournisseur de cloud ne serait plus en activité aujourd'hui. Par contre, effectivement, il faut lire le contrat, il faut lire les clauses contractuelles, il faut se renseigner sur effectivement son niveau de certification, le niveau de confiance qu'il va vous apporter. Et rien ne vous empêche de demander un audit et de faire un audit par une société tierce qui va, dans un cadre bien défini, souvent contractuel, vérifier que tout ce que votre prestataire vous a expliqué ou vendu, c'est bien réalisé. Oui, tout à fait. Il y a souvent des clauses d'audit dans ce genre de contrat, donc qu'on peut faire jouer. N'hésitez pas à les faire jouer. Une autre question? Seconde question. Mohamed était parti se cacher. On était très clair. Moi, j'ai une question à l'un ou à l'autre. Alors, qui va plaire à Nathalie, faut-il s'assurer? Cybersécurité, là, il y a 1 million d'euros qui a été remboursé. Dans alors oui, nous, effectivement, au niveau de l'ANSI, on préconise les cyberassurances, même si c'est aujourd'hui de plus en plus compliqué de s'assurer. Alors, ça ne permet pas de payer la rançon. Donc ça, il faut oublier ça tout de suite. Ce n'est pas la rançon qui est intéressante. Ce qui est surtout intéressant dans une cyberassurance, c'est l'accompagnement que l'assurance va pouvoir vous apporter, notamment l'expertise de remédiation à incident, et puis aussi la couverture. Mais ça, je ne sais pas si vous souhaitez parler. Mohamed, Nathalie voulait... C'est aussi la couverture d'une assurance classique sur le manque à gagner par rapport à la couverture du préjudice. Je voulais juste vous préciser, donc ma compagnie mandante a été la première à s'y intéresser. Ça fait 8 ans qu'on parle de cybersécurité à nos clients et que jusqu'à présent, ils ne nous entendaient pas. Ils ont commencé à nous entendre, on a commencé à souscrire. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, il ne faut pas attendre d'être malade pour s'assurer. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a des entreprises qui reviennent vers nous, qui ont déjà subi des attaques.
Et du coup, l'assureur va regarder ça encore un petit peu plus de manière restrictive. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc effectivement, on garantit la perte d'exploitation, la réfection de tout le réseau. Enfin, tout est garanti sauf les rançons. Oui. Allez-y, Régis. Oui, et d'ailleurs, les rançons, c'est pas parce qu'on paye la rançon qu'on va récupérer ces données. Ça, il faut bien comprendre ça. Au-delà du problème éthique, donc c'est mal. Hein, effectivement, on finance la cybercriminalité, donc c'est pas bien entre guillemets. Mais c'est pas parce que vous payez une rançon que vous allez récupérer les données. Concrètement, d'ailleurs, quand vous payez une rançon, vous récupérez un logiciel que vous allez déployer sur tous vos ordinateurs. En gros, vous demandez à l'attaquant, enfin, vous permettez à l'attaquant d'accéder de nouveau à vos ordinateurs. Et ça reste de l'informatique. Donc, qui dit informatique, ça veut dire que ça bug. Donc on a des cas effectivement, de gens qui ont payé puis qui ne récupèrent pas leurs données parce que ça ne marche pas, tout simplement. C'est bête. Hein. Dernière question. Allez-y. Mohamed arrive. Bonsoir à toutes et à tous. Justement, en cas de demande de rançon, qu'est-ce qu'il convient de faire? Quelle est la méthode à appliquer? Qui contacter si ça doit arriver? Alors, déjà, il y a de bonnes pratiques à suivre. Au-delà de payer la rançon, c'est couper Internet. Ça permet effectivement à l'attaquant de ne plus pouvoir avoir accès à votre système d'information, d'isoler tous les matériels infectés. Donc isoler, ça veut dire ne pas éteindre. Ça veut dire juste enlever la prise ou pour les informaticiens de couper une partie du réseau. Alors pourquoi ne pas éteindre? Parce qu'en fait, vous allez conserver des traces qui seront très importantes pour l'équipe d'investigation. C'est grâce à ces traces qu'ils vont pouvoir trouver par où sont passés les attaquants. Et donc, ça va vous permettre de colmater les brèches et de repartir avec une confiance plus importante. Après, il faut déposer plainte. Ça aussi, c'est important. Derrière, en fonction du groupe d'attaquants, il y aura une enquête qui va être menée ou pas. Mais au moins, rien que pour l'assurance, de toute façon, il faut porter plainte. Je ne vais pas détailler plus que ça parce qu'on a plein de mesures. On a un guide à l'ENSI dédié aux rançongiciels qui s'adresse aussi à toutes les entreprises dans lequel on liste toutes les bons réflexes à avoir si vous êtes victime d'un rançongiciel. Merci Régis. Nicolas, un dernier mot? Très rapidement, on passe à la suite. On peut passer à la suite. Très bien, on vous remercie OVH Cloud et puis l'ANSSI, oui, vous pouvez les applaudir. Merci infiniment d'être venu échanger avec nous. Alors la deuxième partie est très pragmatique puisqu'on a 3 intervenants qui vont venir me rejoindre et on va faire un partage d'expérience malheureusement qui vous permet au mieux d'incarner ce que nous venons d'évoquer. Je vais donc demander à Éric Rivoal de Gilbert Métallurgie à la Ferrière de venir s'asseoir s'il vous plaît. Gérard Bourron pour la FFB Vendée Étanchéité à Bon Repère s'il vous plaît, puis Julien Dominici. Vous êtes responsable des systèmes d'information ici chez RCM et on va échanger ensemble pendant quelques instants. Vous allez nous expliquer d'abord ce qui vous est arrivé pour certains et pour d'autres ce que vous faites pour que cela n'arrive pas. Vous savez, quand on prépare une émission de télévision ou de radio, on a toujours nos petits trucs et en fait moi quand j'ai préparé cette émission je me suis dit c'est comme une pathologie, c'est comme une maladie, donc on va échanger en parlant des causes, des conséquences, des traitements et des séquelles que ça peut laisser dans une entreprise. C'est l'ensemble de l'architecture de ces 20 prochaines minutes. Puis après on aura un petit temps d'échange aussi ensemble pour savoir comment ça va, comment vous avez vécu ou vous pourriez vivre des cyberattaques. Alors qui veut commencer? Alors à ma gauche, Eric et Gérard, vous tous les deux vous avez été touchés. Alors RCM, non, vous pour l'instant tout va bien. Alors, jusque-là ça va. C'est ce qu'on dit. Jusque-là ça va. A priori c'est bon. Jusque-là ça va. Peut-être donc une expérience. Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement, Eric? Eh ben, ça remonte à 2016, une faute d'inattention commise par ma femme, mais ça aurait pu être n'importe quel collaborateur. Un email reçu, et sans prêter attention, elle a ouvert la pièce jointe. Et elle s'est très rapidement aperçue qu'il se passait quelque chose sur son ordinateur. Et donc ça a été la panique.
Parce que C'est-à-dire la panique. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'ordinateur, pour être très concret? eh ben, Il s'est mis à faire bzz, bzz, bzz. l'ordinateur, a eu un fonctionnement anormal. Et dès qu'elle a voulu reprendre son travail, elle s'est aperçue que le fichier sur lequel elle travaillait ne fonctionnait plus. Oui. Un fichier Word, un fichier Excel. Les PDF ont été infectés. Et non seulement donc, ça a contaminé tout son ordinateur, qui comportait un certain nombre quand même de données sensibles, comme que chaque ordinateur de gérant. Mais ça a commencé à se déployer sur le réseau et en particulier sur notre serveur de fichiers. D'accord. Et on a eu le réflexe, ce qui a été évoqué tout à l'heure, de déconnecter physiquement tous les postes de l'entreprise. Et c'est ce qui nous a laissé le temps après d'appeler à l'aide. Oui. Alors, on va revenir après sur le sujet. Vous, c'est votre boîte mail qui a été piratée. Alors, non, c'est la boîte mail de notre donneur d'ordre. Ouais. Voilà, parce qu'on est... Comment ça s'est passé? Eh bien, nous, dans le bâtiment, voilà, on a un client qui gère la maîtrise d'œuvre, qui pilote un petit peu le chantier, donc il doit viser nos factures. Et on a un client payeur. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a envoyé notre facture chez notre donneur d'ordre, le maître d'œuvre, et sa boîte a été piratée. Donc le pirate a récupéré notre facture, changé notre RIB, a renvoyé notre facture modifiée au donneur d'ordre en insistant. Il a mis notre adresse, il avait bidouillé notre adresse mail, donc il s'en est pas aperçu, le maître d'œuvre. Donc notre document est reparti chez la cliente parce que le pirate insistait sur le paiement. D'accord. Alors ce qui nous a sauvés, c'est que la dame, notre cliente, elle n'était pas d'accord pour payer au bout de 3 jours. Donc heureusement, le pirate a été peut-être trop rapide à faire la relance. Et donc elle nous a appelés, pas contente de notre relance. Et là, on a dit qu'est-ce qui se passe? Et donc on a compris qu'il y avait un problème. Et alors, ça n'est arrivé qu'une fois sur un document? Oui, pour l'instant. Par contre, on s'est aperçu qu'on recevait des factures qui étaient litigieuses. Genre des comptes prorata, par exemple d'entreprises de gros œuvres qui nous sollicitent sur des remboursements de comptes prorata. Moi, je me suis aperçu depuis qu'on avait des factures qui ressemblaient un petit peu à la nôtre, qui étaient falsifiées. D'accord. Ça vous fait peur, Julien Dominici, vous? Alors vous êtes une toute petite entreprise, faut dire, une toute petite TPE. Mais en fait, peu importe la taille. Ouais. Ça fait peur, clairement. Déjà, je trouve ça courageux de témoigner. Ça fait très très peur et c'est pour ça qu'on n'est pas... il ne faut pas se dire qu'on a la science infuse. Il ne faut pas se dire qu'on va y échapper. Nous, politiquement, dans notre entreprise en tout cas, on ne se pose pas la question de est-ce qu'on va être attaqué, et on se pose la question de quand est-ce qu'on va se faire attaquer. Donc ça, c'est notre leitmotiv, en tout cas sur la partie IT. Et sur la ligne directrice de notre direction. Et c'est d'essayer de colmater, trouver, sécuriser au maximum. Alors on n'a pas la science infuse, donc on ne sera jamais à 100%. On essaye de tendre vers, voilà, et on se prépare, et on se pose des questions, comme vous aviez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait si on est attaqué? Voilà, et quand on sera attaqué, quels seront les processus et les actions? Alors c'est vrai que c'était aussi, en fonction de ce que disaient Régis et Nicolas, c'est vrai que c'est à la fois énergivore, ça a un coût financier. On se dit, où est l'angle mort? En fait, c'est un peu ça sur lequel vous travaillez en permanence. D'où ça peut venir? De quel réseau? Des angles morts, il y en a partout. On est bien accompagné par notre prestataire informatique, on a une vigilance là-dessus, et on s'est fait quand même... heureusement, notre chère cliente... grâce à notre chère cliente, parce que c'était quand même l'enjeu était à 25 000 €, donc c'était important. Et puis là, ça aurait disparu. Et c'est mon doute, c'est ça, c'est ce qui est en fait moi la réflexion par rapport à ça, mon positionnement, c'est de dire mais on a essayé nous d'avancer sur le numérique,
de mettre des procédures pour que ça soit plus efficace, etc. On voit que nos clients aussi particuliers, aujourd'hui, c'est le numérique est intégré. Et ça laisse justement, aujourd'hui, on a enlevé notre RIB de la facture. J'essaye, moi, de revenir à la main à donner le RIB de l'entreprise. Donc, j'ai l'impression qu'on revient un petit peu en arrière, quoi. Ouais. Et je me suis aussi approché des services bancaires. Donc, ils ne sont pas partenaires ce soir. Non. Mais on les aime bien quand même. Ouais, ça dépend. Non, en même temps, ça dépend. Mais j'ai pas trouvé non plus de prestataires aujourd'hui qui ont pu répondre à ma demande. Et vous n'êtes pas sûr, du coup, en termes de cybersécurité, parce que la facture qui a été envoyée, renvoyée, etc., vous n'êtes pas sûr qu'il n'y ait pas un petit virus à l'intérieur, etc. Est-ce que vous avez pris des mesures? Vous avez fait un audit ou des choses comme ça? Non, nous, on est protégés. Nous, on est protégés. Oui. D'accord. Disons, on a nos sauvegardes. Est-ce que vous en êtes sûr? Vérifie quand même. C'est ça la question. Vous êtes je- bien protégé aujourd'hui quand une facture vient et qu'il n'y ait pas un petit document oui. qui soit... Voilà, on se prépare aussi peut-être. on se prépare. Et Eric, vous, alors ça a touché... du coup, là, pour le coup, le virus, vous l'avez vu. Je vais rebondir sur cette petite remarque. On ne se sent pas concerné, en fait. Donc, et on s'aperçoit que ça peut arriver à tout le monde, à tous nos collaborateurs, d'être, malgré eux, la porte d'entrée de genre de mauvaises surprises. Et donc, moi, c'est bien, c'était ma femme, donc je ne pouvais pas les licencier, mais voilà. mais ça a servi. Je vais pas trouver de blague. Hein. Ça a permis d'être très instructif pour l'ensemble de la société. D'accord. Et donc, parce que voilà, tout le monde est, en tout cas, personne n'est à l'abri de ce genre d'inattention. J'ai reçu il y a peut-être un mois un email en disant Eric, tu n'as pas facturé ta prestation avec une pièce jointe. Bon, c'était très tentant de faire une facture de plus. Oui. Sauf que je connaissais pas la société qui me demandait de lui faire une facture. Donc, je les ai appelés et du coup, leur ordinateur, un petit peu comme avait eu son ordinateur piraté à 14h. Donc, ça se diffuse très rapidement dans les carnets d'adresses et même au-delà. Alors, on va revenir juste sur le process. Vous avez débranché, mais comment vous avez redémarré le système? Alors, le fait d'avoir débranché nous a permis à notre prestataire de nettoyer un par un tous les ordinateurs du bureau d'études. Donc, comme ça va affecter que les fichiers Office et PDF, ça n'avait pas affecté les fichiers métiers type AutoCAD et tout ça. Et donc, du coup, mes dessinateurs ont dessiné, mais offline, déconnecté, et ont pu continuer à produire du dessin. Et ça, dans la journée, dès le lendemain soir. Voilà. Après, donc, on a regardé aussi nos sauvegardes. Et donc là, on s'aperçoit qu'on a de bonnes et de moins bonnes surprises. Oui. Donc, il y avait un certain nombre de fichiers qu'on a récupérés. L'ordinateur de ma femme déjà beaucoup moins. Et on s'est aperçu que le logiciel de comptabilité qui était sauvegardé tous les soirs, en fait, ça faisait un certain nombre de fois que la sauvegarde était défaillante. D'accord. Et donc, du coup, on a dû remonter à la sauvegarde annuelle. Et donc, on a perdu 4 mois de saisie. Ah oui, 4 mois de saisie. Donc, alors, heureusement que c'était le logiciel de compta, parce que il n'est pas dans la chaîne de production, mais c'est quand même un coût énorme. Ouais. Alors, on parle de coûts. Est-ce que vous avez évalué le préventif? Combien ça coûte le préventif pour RCM? Si on parle de préventif, c'est-à-dire nous, l'IT chez nous, c'est 1% du chiffre d'affaires. Ouais.
Et la part de sécurité dans ces 1%, c'est à peu près 15%. D'accord. Donc c'est un gros montant, mais parce que l'entreprise aussi est importante et les conséquences pourraient être dramatiques pour beaucoup de monde, en tout cas chez nous. Donc on met beaucoup d'actions en place. On a une multitude d'outils, beaucoup d'outils. On ne sait jamais si on en fait assez, si on en fait trop. Trop, peut-être pas, mais voilà. On fait des audits régulièrement. On fait des pen tests, on fait des red teams. Donc des red teams, c'est qu'on paye une société pour nous attaquer et après on analyse les conséquences. On fait beaucoup, et ça c'est, je pense, une des choses que la plupart des petites et moyennes entreprises devraient et doivent, c'est un devoir de faire, c'est sensibiliser les utilisateurs en faisant des petites campagnes de phishing, des faux phishing. C'est pas quelque chose qui coûte très très cher. Avec les salariés, vous voulez dire? Ouais, bien sûr. De faire des faux phishing, des faux emails, pour les sensibiliser, faire des mini formations. Alors, ça plaît pas à tout le monde parce que ça fait des mails en plus, mais nous, on le fait par exemple à notre échelle, et clairement, on a drastiquement baissé le nombre de clics potentiellement dangereux. Donc, on arrive à le mesurer. Et quand on le fait pas pendant 6 mois, on l'a fait aussi. On s'est arrêté de le faire, et on s'est rendu compte derrière que le taux de clic remontait énormément. Donc, c'est du bon usage, et tout le monde peut se faire avoir. Je me suis déjà fait avoir sur nos propres faux mails. Non mais on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri. Bien sûr. C'est d'abord de la bonne pratique, mais c'est pas inné. Est-ce que chez RCM, le nomadisme, le télétravail, tout ça, ça fait peur? Parce qu'en termes de cybersécurité... Alors, ça fait pas trop peur parce on est des garagistes. Et que le télétravail, pour des garagistes, ça n'existe pas beaucoup. Donc c'est très 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 faible chez nous, ce nomadisme-là. Donc pas de souci avec ça. Alors j'ai parlé des causes, des conséquences du traitement et puis des séquelles. Vous m'avez dit, vous avez dû refaire une sauvegarde complète. Ça a un coût tout ça? Oui, c'est un coût. C'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Il y a des pertes qui ont été de fichiers irrémédiables parce que des fois, dans ce qu'on veut récupérer, on fait une croix dessus parce que ça coûterait trop cher pour peut-être des fichiers qui n'en valent peut-être pas la peine. Donc, oui, c'est un coût. Et c'est un ralentissement complet de l'entreprise, en tout cas. Oui. On a dit ne pas payer. Est-ce que le donneur d'ordre, vous-même, vous avez pensé un jour, à un moment, vous avez dit il faut payer, ou le mail n'a pas été payé de toute façon, jamais c'est venu à l'ordre du jour? Non, après on a repris contact avec la cliente et on lui a renvoyé la facture, notre facture. Ouais. C'était un problème de RIB, le bon RIB. Nous, c'est perturbant parce que justement, ça nous a remis en cause aussi au niveau de notre procédure où on voulait aller très loin dans la numérisation des choses. Donc là, on revient un peu en arrière, on patine un peu sur notre mode de fonctionnement, et pour fiabiliser ça, on se pose beaucoup de questions. Ouais. Et vous n'avez pas encore trouvé les réponses? Non, pas encore. Ouais. De votre côté, Eric, vous avez travaillé sur la cybersécurité au dehors de... je pense qu'il faut un peu plus qu'un antivirus. Alors, oui, on a surtout mis l'accent sur les sauvegardes, parce qu'on partait de là et on s'est aperçu que du coup, on croit que ça fonctionne, mais tant que c'est pas testé et prouvé, on a de mauvaises surprises. Et puis après, oui, on a renforcé la sécurité de chacun des postes, mais plutôt sur une pratique poste à poste plutôt que globale. Je rebondis sur les sauvegardes. Je pense qu'il faut aussi sensibiliser sur le fait qu'il faut des sauvegardes physiques et déportées, ne pas faire qu'une sauvegarde copier-coller. Je résume un petit peu. Le copier-coller ou le déporter, je déplace sur un autre serveur de sauvegarde. Il faut des sauvegardes physiques à l'ancienne, ça marche aussi, ou avec des robots pour ceux qui peuvent, ou avec un prestataire forcément. Mais ça c'est important. Et le fait de vérifier ces sauvegardes, c'est un vrai sujet.
Je m'aperçois que vous faites un métier stressant. Je ne vis plus. On va prendre un temps d'échange, si vous le voulez bien. On va remercier nos 3 intervenants qui vont rester là. Si vous voulez poser aussi d'autres questions à Régis ou à Nicolas, n'hésitez pas. Allons-y, on est là pour ça. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, on a une question là-bas, Mohamed. Peut-être plutôt par le bas, pour éviter de passer devant les caméras. C'est ce qu'on avait dit au début. Hein. Tu te souviens? Bonjour à tous. C'est plutôt un témoignage en fait, parce que j'ai aussi été hacké en fait il y a quelques années, et donc c'est arrivé par un email dans une petite. Enfin, j'ai 4 petites entreprises. Dans une petite entreprise, tout s'est bien passé. On n'a rien vu, et le lundi matin, tout était crypté, et donc on n'avait plus la possibilité de travailler. La rançon n'était pas élevée du tout, elle était moins de 5 000 €. Donc on se pose quand même la question, on se dit 5 000 € pour tout récupérer, on peut se mettre à travailler rapidement et c'est peut-être pas mal, mais bon, après, comment est-ce qu'on rentre ça dans la compta, ça je ne sais pas. J'ai bien aimé au tout départ ce que vous avez dit. En fait, quand je me suis installé il y a 30 ans, je me suis posé la question avec qu'est-ce qui était important pour mon entreprise si jamais j'avais plus d'électricité. Donc je suis aussi garagiste. Si j'ai pas d'électricité, pas de pont, pas de cabine de peinture. Et donc, pour moi, c'était hyper important. Et donc, j'avais vu avec l'EDF pour être réparé dans les 4 heures, quoi. Et là, en fait, c'est la même chose pour l'informatique maintenant. Et donc, ça, c'est quand même très important. Et donc, comme j'avais des sauvegardes chez moi, mon serveur était chez moi, j'avais les 2 serveurs plus dans le cloud. Et donc, j'ai pu appeler mon informaticien, qui est un artisan de l'informatique, parce que moi, j'y comprends rien, j'y connais rien du tout. Et j'ai un peu l'impression quand même que c'est beaucoup d'argent à la clé, et donc on ne sait pas à qui se fier. Et donc, il a remis ça en route assez rapidement. Ça a duré 3 jours, et ça m'a coûté dans les 2 000 à 3 000 €. Et donc, on a pu reprendre le travail. Et ce que je voudrais dire, c'est que ça m'a servi. Ça m'a servi à mieux protéger mon entreprise, et ça m'a servi à mettre pas mal de verrous. C'est-à-dire que aucun salarié ne pouvait aller sur un site d'alcool, par exemple, parce que j'avais un petit problème d'alcool dans mon entreprise. Et donc, comme ça, pas de sujet. Sur les sites voilà, pareil. Et donc, c'était beaucoup plus... ça m'a servi à ça. Et dernièrement, il y a un de mes collaborateurs qui a tout détourné en passant par la Wi-Fi, et donc a tout mis sur son propre... et donc un matin, j'ai quelqu'un qui est arrivé, comme il n'éteignait rien sur son ordinateur, on s'est rendu compte qu'il avait tout déporté sur son... Et donc il avait craqué notre sécurité à nous, et donc on a fait passer un huissier, et le gars, il est plus chez moi, quoi. Et donc, voilà, c'est aussi, voilà, c'était juste un petit témoignage. Et quand dans la profession, j'ai beaucoup de mes collègues qui se sont fait avoir avec un CRM, et donc tout était en déporté. Et du jour au lendemain, plus de compta, plus de banque, plus de clients, plus de possibilité de facturer à Renault et Peugeot, parce qu'en fait c'était des CRM qui travaillaient avec. Et en fait, ils ont mis 1 an pour récupérer ça. J'ai des collègues il y en a 1 ou 2 qui ont divorcé. Il y en a un il était limite de suicider, parce qu'en fait il n'avait plus rien, il comprenait rien, quoi. Et donc c'est quand même très très grave. Et quand vous dites de faire confiance tout au cloud, moi j'aime bien aussi la solution du garagiste, de faire aussi confiance à vos anciens systèmes. Je pense qu'il faut avoir les 2, quoi. Voilà. Merci pour ce témoignage. Il y a des choses très basiques, parce que moi j'ai fait un audit pour TV Vendée en cybersécurité, et quand les auditeurs sont venus, ils se sont assis, puis ils ont souri, puis ils ont regardé, il y avait un Villeda à côté, et il y avait des codes, des mots de passe, des codes, des mots de passe, des codes, et ils ont dit il faut peut-être commencer par prendre un chiffon, si vous voulez pas. Donc voilà, c'est une petite clé un peu légère pour favoriser encore les échanges. Une question, une autre question? Sinon on est absolument parfaitement dans les clous, Mohamed. Un autre témoignage, bien sûr. Par exemple, la présidente de la CPME. Qui m'est arrivée il y a 2 mois. Voilà. D'accord. Donc, à moi, c'est... Pardon. D'accord. Donc, moi, je voulais témoigner parce qu'effectivement, notre entreprise, alors on ne s'est pas fait hacker. On recherchait un container d'occasion pour entreposer du matériel.
Et donc, on est allé voir ce qu'il y avait en offre sur Internet. Donc, on est tombé sur une entreprise avec pignon sur rue qui faisait des containers, dont des containers d'occasion, parce que c'était une occasion qu'on recherchait. Donc, on a eu la proposition chiffrée, avec évidemment, puisqu'on n'était pas client dans cette entreprise, à payer avant livraison. Donc, il y avait un RIB. Donc, on a payé. On a envoyé le virement, 1 900 €. Mais tout avait été repris, le nom de la personne responsable, et c'est les noms qui correspondaient, tout correspondait. Et où on ne s'est pas méfié, c'est en fait le RIB de la banque qui était une banque étrangère. Et c'est là qu'il aurait fallu qu'on se méfie. Croyez-moi que maintenant, ça me sert de leçon. En plus, c'est mon fils qui a fait ça. Alors, il s'est pris une engueulade bien fournie. Voilà. Là, c'est pas ma femme, mais... Enfin, c'est pas mon mari, je veux dire, c'est mon fils. Et donc, on a envoyé l'argent et bon, on est parti 8 jours en vacances, on est revenu et le container devait être là. Donc, ma collaboratrice appelle en disant, vous en êtes où dans la livraison? Et là, la personne dit, quelle livraison? Le container. Ah non, mais attendez, on ne fait que des containers neufs, on ne fait pas de containers d'occasion, donc on livre pas. Et là, on n'a que les yeux pour pleurer, parce que c'est des... Voilà. Et c'est une autre forme de cybercriminalité, parce que quelque part, ça nous a coûté 1 900 €, on n'a pas le container, on avait acheté la peinture pour le repeindre, on avait tout acheté, donc je vous dis que c'est pas 1 900 € que ça nous a coûté, mais un peu plus. Et voilà, quoi. Et maintenant, j'ai beaucoup de réticence à faire un virement. Et tant et si bien que j'avais un moteur de bateau à commander, j'ai appelé 3 fois le fournisseur, lui dire, vous êtes bien vous, et c'est bien à vous que j'ai payé. Il m'a dit, elle est complètement malade celle-là. Et je lui dis oui, parce que quand on est rendu à donner des sommes importantes, voilà, et on devient très méfiant. Mais quoi faire contre ça? Je prends le micro de la vite, allez-y, oui, du coup. En fait, il y a quand même des mesures. Enfin, pour se protéger contre ce type d'arnaque, il y a quand même des mesures de base qu'on peut suivre. Encore faut-il les connaître. C'est ça. Alors, je vais mettre debout pour les caméras. Mais, et vous regardez là où là. On va tomber. Dans les mesures de base, en fait, je ne vais pas faire la liste. On pourra en parler après. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des attaquants sont assez feignants. Donc en gros, il y a tellement de gens à arnaquer qui vont aller là où c'est le plus facile. Donc si vous avez mis en place les mesures de base pour se protéger, en fait, eh bien, votre niveau de risque va diminuer. Donc déjà, se protéger un peu plus, ça ne coûte pas finalement si cher que ça. L'autre élément important, c'est la sensibilisation des collaborateurs. Et ça, par contre, c'est hélas quelque chose qu'il faut faire régulièrement parce qu'on est pris par le quotidien, parce qu'à un moment donné, on peut avoir un moment d'absence. L'attaque peut être mieux faite que d'habitude et on peut tomber dans le panneau. Donc, c'est sensibiliser aux risques et sensibiliser aussi aux collaborateurs quand ils s'aperçoivent qu'ils sont tombés dans le panneau. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, quelle est la procédure au sein de l'entreprise? Qui je peux contacter pour que rapidement on puisse retourner en arrière? Par exemple, tout ce qui est faux virement, par exemple, faux ordres de virement. Eh bien, il faut savoir que si vous portez plainte, aujourd'hui, les services de gendarmerie et de police sont très bien organisés pour bloquer les virements, même quand c'est parti à l'international. Donc, ce n'est pas garanti, mais plus tôt vous allez porter plainte, plus tôt les banques pourront arrêter ces virements et vous allez peut-être récupérer soit la totalité de la somme, soit une partie. Donc ça, c'est important, effectivement, de mettre en place les mesures de base et bien sensibiliser. Merci, Régis. Une toute dernière question avant la conclusion. Nathalie ? Est-ce qu'effectivement, dans toutes les gendarmeries ou au commissariat, quelles sont les personnes qui sont formées à ça? Alors, dans la théorie, normalement, tout gendarme est capable de prendre une plainte cyber, en fait. Ils ont d'ailleurs, il y a 6 mois, il y a une note qui a été diffusée à l'ensemble des gendarmes pour savoir quelles questions il faut poser techniquement. Alors, ça ne va pas se passer du jour au lendemain. C'est vrai qu'il y a encore des groupements de gendarmerie ou de police où c'est encore plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de gendarmes à former. Mais il y a quand même des progrès qui sont faits. Et normalement, un gendarme ou un policier ne peut pas vous dire « non, je ne peux pas prendre la plainte ».
Ils sont obligés de le faire et insister si jamais le gendarme en face vous dit je ne suis pas très à l'aise, donc je ne sais pas trop quoi faire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les groupements de gendarmerie, il y a des spécialistes qui sont un peu plus experts, des techniciens un peu plus experts, qui sont aussi un peu mieux formés pour prendre les plaintes. Alors, ça c'est important, c'est que une fois que la plainte est prise, en fait, selon le type de plainte, c'est renvoyé dans les différents, au parquet, par exemple, qui va dire. Alors, dans le cadre de rançongiciel, par exemple, en fonction du type de rançongiciel, il y a une enquête judiciaire qui va être menée ou pas. Il y a certains groupes d'attaquants qui font l'objet d'études et puis d'enquêtes au niveau national. Tout c'est centralisé sur Paris. Et donc là, vous allez voir débarquer les services enquêteurs qui vont essayer de récupérer ils vont vous demander de récupérer des ordinateurs pour faire l'analyse. Et dans d'autres cas, ça sera sans suite. Merci Régis, merci Nicolas. Julien, Eric, je vous invite à venir vous asseoir. Vous restez avec nous, vous, parce que vous êtes le représentant de la FFB. Et puis je vais demander à Olivier de venir sur scène et Marie-Agnès Mordin, président respectivement de la CPME Région et de la CPME Vendée, de venir ici pour le mot de conclusion. Je remercie par avance Osirim pour cette soirée, Nathalie Susset, AXA du côté de la Feria, puis les équipes de TV Vendée qui sont derrière, que vous ne voyez pas mais qui sont en train de travailler. J'ai un certain nombre de collaborateurs sous la responsabilité de Lise Marie qui sont là, que je remercie également, à travailler pour vous ce soir pour que cette soirée soit clairement et bien retransmise. Marie-Agnès, un mot de conclusion? Alors très rapidement, parce que je pense qu'il est 20h05. On est dans les clous, on est à peu près dans les clous. Très bien. Alors déjà, je voulais remercier RCM pour nous accueillir au sein de ce superbe site que moi je découvre. Et franchement, merci de nous y accueillir. Merci également à nos partenaires que l'on a cités, recités, mais je vais remercier Osirim qui a mis en place aussi, voilà, et Damien et John Alexis, qui sont les deux co-dirigeants d'Osirim, mais en même temps qui œuvrent activement à la CPME Vendée. C'est les videurs de chaque côté. C'est de chaque côté, les deux videurs. Alors, enfin, il y en a un peu plus videurs, peut-être. Voilà, et qui œuvrent beaucoup sur la CPME. Je les en remercie d'ailleurs. Nathalie également avec le groupe AXA. Et donc, qui souvent nous accompagne dans tout ce qui est l'information et la sensibilisation sur les risques, et entre autres là, sur la cybersécurité. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut... On a l'impression que ça arrive aux autres, et qu'aux autres, et que... Chez soi, on est une petite entreprise qui va venir nous attaquer. Mais la preuve que, en fait, personne n'est à l'abri. Puisque, vous voyez, moi, il y a 2 mois, voilà, on s'est fait avoir. Et puis, on sera peut-être avoir d'autres fois. Et c'est vrai qu'on n'est jamais assez prudent, ne serait-ce que la sauvegarde. En vous entendant parler, je me suis dit que moi, je ne sauvegardais pas tout non plus. Et donc, en fait, voilà, il faut balayer devant sa porte. Et ce n'est pas la première fois que je viens à une sensibilisation sur la cybersécurité, mais quand on rentre, on retourne dans le quotidien, et puis on oublie un petit peu, je pense que je ne suis pas la seule, et on oublie un petit peu voilà, tous les enseignements que l'on a pu entendre. Et je pense que vous avez raison, il faut sensibiliser, resensibiliser. Et... voilà ce que je voulais dire. Et puis merci, mais je vais passer la parole à Olivier pour ça, mais merci à l'équipe de la CPME Pays de Loire, et donc qui, dans le cadre de Winum, financé par la région des Pays de Loire, permet de pouvoir organiser ce type d'événement. Voilà. Merci Marie-Agnès. Olivier ? Bonsoir à tous. Merci Marie-Agnès pour ce petit mot sympathique pour nos collaborateurs de la CPME des Pays de la Loire. Alors il y a Joy qui est là-bas, qui se cache derrière la caméra, et puis il doit y avoir Jean-Joseph aussi juste à côté, puis évidemment ceux de Vendée que je salue chaleureusement. Alors ils vous ont préparé un super document. Tu disais qu'en rentrant, tu savais pas si tu n'allais pas oublier un petit peu tout ce qui a été dit ce soir, mais voilà, il y a une petite infographie très sympathique qui a été faite et qui vous permet de penser aux premières choses à faire en cas d'attaque. Gardez-le, affichez-le dans vos bureaux, faites des photocopies, demandez-en des exemplaires supplémentaires à votre CPME. C'est fait pour ça. Et la CPME, elle est là pour vous accompagner justement sur tous ces tracas du quotidien. Comme tu as dit, Marie-Agnès, c'est une action qui
qui s'inscrit dans le cadre d'un un accompagnement beaucoup plus large, WINUM, une action régionale qui est financée à la fois par la CPME des Pays de la Loire, les CPME territoriales, nos 5 territoires ligériens, mais aussi avec le concours de la région des Pays de la Loire. Et donc, je les remercie chaleureusement pour ça. Donc, des accompagnements que vous pouvez trouver sur d'autres domaines. Évidemment, ce n'est pas que le numérique, c'est aussi la cession de votre entreprise, l'accompagnement à la transition environnementale, l'appui RH, plein de sujets comme ça sur lesquels la CPME vous accompagne. Donc c'est extrêmement important. Et donc, je vous remercie d'avoir tous pris le temps de vous arrêter un peu pour penser à vous, de prendre le temps d'écouter et de vous enrichir et de lever la tête de vos entreprises, parce que c'est extrêmement important de prendre le temps, surtout dans un monde du numérique qui nous fait cavaler à toute vitesse. Prendre le temps, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, si vous connaissez l'acronyme CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises, si vous prenez un peu le temps de réfléchir à ce que ça pourrait être, ben finalement, ça veut aussi dire c'est pour mon équilibre, celui de l'entrepreneur. Donc pensez-y, gardez-le bien en tête. Il est bon. Vous êtes la clé de vos entreprises. Merci à vous d'avoir pris le temps. Ouais, tu devrais faire de la télévision. Marie-Inès, tu voulais préciser juste un tout petit truc? Oui, tout à fait. J'ai oublié un élément important, c'est de parler de la Fédération française du bâtiment, la FFB Vendée, qui en fait est partenaire pour cette soirée. Et donc, nous avons souvent des partenariats sur des thématiques, et je voulais le remercier pour avoir passé l'information de cette soirée et puis d'être à nos côtés. Voilà. Hélène Boursier, ne peut pas être là, la présidente de la FFB, mais vous la représentez. Alors c'est pour ça que vous êtes bien entouré. Ouais, voilà, très bien. Je vois que c'est des gens, ouais. Moi, je ne suis pas président, je suis pas, voilà. Mais moi, ce que je retiendrai cette soirée, c'est justement les petites quand même astuces de monsieur là pour sensibiliser nos salariés et les tests de sauvegarde. Je pense que c'est important et effectivement, on va mettre ça en place, trouver des prestataires qui peuvent nous accompagner là-dessus. Et puis, merci Mathieu, justement, de m'avoir sollicité pour débattre là-dessus. Voilà. Et merci je vais prendre de belles photos, de belles voitures. Je te redonne la parole pour que tu invites, parce que c'est pas moi d'inviter. Tu voulais juste rajouter un tout petit... Très vite. Une petite chose, Régis, c'est pas la première fois qu'on se rencontre à la CPME, et je vous en remercie d'ailleurs de nous alerter sur les risques qu'on prend ou contre lesquels il faut se prémunir. Vous m'avez parlé d'une chose extrêmement importante la dernière fois. Semble-t-il, on ne l'a pas abordé. C'est le téléphone. C'est un outil informatique qu'on oublie bien souvent de protéger. Alors moi, je serais malade sans ça. C'est une clé. Puis je sais que mon collaborateur, là, Jean-Joseph, qui a le nez dedans depuis tout à l'heure, c'est pareil, ça lui ferait défaut énormément. Mais c'est aussi, parce que je prends le train souvent, c'est mon ordinateur qui est grand ouvert. Je tape mes codes pour y accéder. Des choses extrêmement basiques comme ça, contre lesquelles il faut se prémunir. Il y a des outils, on pourra en parler, mais... Voilà, rapprochez-vous de votre CPME. Il y a plein de petites choses comme ça, toutes bêtes, auxquelles il faut prêter attention. Merci beaucoup. Merci à chacun d'entre vous. Merci à celles et ceux qui nous regardent sur le YouTube de TV Vendée, celui de la CPME, qui ne pourront pas profiter de bonnes libations. Et non. Et c'est l'avantage de pouvoir se retrouver en présentiel, parce que là, maintenant, on va passer au cocktail dînatoire, auquel la CPME, les CPME Pays de Loire et CPME Vendée vous invitent. Merci à chacun d'entre vous. Au revoir et à la prochaine fois.